Dialogue dilettante, votre podcast de philo, sciences, maths. Épisode style entrevue où Elliot essaie d'en apprendre plus en posant des questions. Justin essaie de lui expliquer du mieux qu'il peut. Joignez-vous à nous à toutes les semaines pour cultiver votre curiosité. Salut Justin, ça va? Ça va bien toi, Elliot? Ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai hâte, on va parler du chapitre... en fait, on va finir l'épisode sur les impostures intellectuelles. Exact. On va parler du chapitre sur un peu... dans le fond... Il y a un chapitre du livre, comme on expliquait, sur un peu la source, les sources d'un mouvement que les auteurs ici appellent le relativisme cognitif. Donc on va expliquer un peu d'où ça vient, puis ça va nous forcer à être confrontés à certaines thèses assez délicates de la philosophie des sciences du 20e siècle, mais je vais tenter de vulgariser puis expliquer les grandes lignes de ces sujets-là. Parfait. Puis là, juste avant, j'aimerais ça qu'on parle peut-être un peu de notre podcast. Yes. Parce qu'il y a eu quelques petites nouvelles récemment. Bon, avant, on enregistrait Dialogue dilettante. On enregistrait ça un peu de notre côté, puis on n'avait rien posté. Puis là, on a commencé à poster pendant la pandémie. On a commencé à le mettre en ligne. Mm-hmm. Au tout début. Au tout début, c'est ça. Puis on a eu plusieurs retours. Plusieurs retours des personnes qui ont écouté, puis on pense justement à apporter certaines modifications, puis aussi apporter certaines clarifications. Mm-hmm. Premièrement, il y avait une certaine ambiguïté par rapport à c'était quoi le climat du podcast, ou un peu la forme du podcast. Puis, bon, bien évidemment, naturellement, organiquement, comment le podcast se déroule, c'est que, bon, c'est un peu un type entrevue. Moi, je pose des questions à Justin, Justin répond. Donc, ça va être généralement des sujets où moi, je m'y connais moins, puis Justin s'y connaît plus. Puis au début, on voulait vraiment mettre l'emphase sur le fait qu'on était des amateurs, parce qu'on se considère pas, aucun de nous deux, on se considère spécialiste dans le domaine. Fait que c'est pour ça qu'on voulait mettre ça de l'avant, puis que c'est important pour nous que le monde sache que ça se peut qu'on fasse des erreurs, ça se peut qu'on dise un peu de n'importe quoi des fois, parce qu'on fait juste... On essaie de parler le plus organiquement possible, là, même si c'est un podcast. Par contre, bon, il y a eu des retours de personnes qui disaient, ouais, ben bon, clairement, Justin en connaît beaucoup plus que toi, puis clairement que Justin en connaît quand même beaucoup, comparé, mettons, à la moyenne des gens qui pourraient potentiellement écouter. Ouais. Fait qu'on voulait juste mettre ça au clair, que dans le fond, bon, la forme, c'est un peu moi qui pose des questions à Justin, Justin qui répond. C'est des sujets que moi, je connais pas beaucoup. Moi, je suis un amateur, actuellement, puis Justin, c'est peut-être plus un initié qui s'y connaît un peu, mais qui a pas la mention ou qui a pas il y a pas la spécialisation nécessairement qui va en arrière. C'est exactement ça. Puis juste pour vous mettre un peu dans le contexte, d'où est née cette espèce d'idée-là, c'est que les deux, on est des personnes assez curieuses par rapport à plein de sujets, puis Elliot, c'est un de mes amis de longue date, puis il me posait souvent des questions sur des sujets que peut-être je connaissais un peu ou qui m'intéressaient, puis on finissait par passer beaucoup de temps à s'échanger des textes sur ça, puis on s'est dit, ben pourquoi pas rendre ça un peu plus régulier, un peu plus formalisé, puis en faire un podcast. Puis c'est vraiment de là que c'est né. Donc c'est des discussions qu'on avait déjà avant le podcast, puis là on a juste décidé de mettre ça dans le format que vous voyez, que vous écoutez en ce moment. Exact. Puis d'un point de vue personnel, ben tu sais, je pense que tu sais ça nous force un peu aussi à apprendre puis à être plus curieux, et aussi ça nous améliore à expliquer ou peut-être poser les bonnes questions, mieux poser les bonnes questions. Moi, je vois déjà une grosse amélioration entre notre premier épisode puis le 5e, par exemple. Et tu sais, on a décidé aussi que, bon, en écoutant les épisodes, il y avait certaines petites choses qu'on disait qui peut-être manquaient de nuances, ou des choses on devait peut-être réexpliquer. Donc, on a décidé de faire un moment erratum. Donc, soit à la fin, soit au début de l'épisode qu'on va l'ajouter. On a aussi, bon, le nom Dialogue dilettante. Personnellement, je sais encore pas comment l'écrire.
Donc, on a décidé de peut-être changer de nom. On n'est pas sûr encore, mais c'est un nom qu'on aime, mais qu'on pense que ça serait peut-être compliqué à garder. Puis aussi prochainement, donc tu sais, on essaie vraiment de mettre ça sur toutes les plateformes. On a mis ça sur Spotify, sur iTunes. On a mis ça aussi sur YouTube. Puis ce qu'on compte faire dans les mois qui viennent, c'est d'ajouter des extraits. Donc il va y avoir des extraits à chaque épisode là, sur des moments peut-être qui sont plus faciles à écouter, qui sont plus digestibles. Ouais. C'est quoi le mot déjà pour ça? Je sais pas. Mais des bouts qui sont plus... des bouts peut-être 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, où on parle d'un sujet ou d'un concept en particulier, qui va peut-être être plus facile d'aborder que l'épisode au complet d'une heure ou d'une heure et demie, pour voir si on peut cibler les gens comme vous qui sont intéressés, parce que je pense que c'est quand même un type de podcast qui est plutôt niche si on pense à de un au contenu, mais de deux aussi le fait que ce soit en français par exemple. Donc on veut essayer de trouver les gens à qui ça pourrait intéresser en les assommant pas de 1 heure et demie de discussion abstraite et technique nécessairement dès le départ. C'est ça, exact. Et aussi, bon, il y a le fait que nos discussions, on n'est pas... pas qu'on n'est pas préparé, ben oui, on n'est pas vraiment préparé. On essaie que ça soit le plus organiquement possible, puis ce qui fait en sorte qu'on ouvre pas mal de parenthèses, puis on sort souvent du sujet, on revient, fait que ça peut des fois être un peu difficile à suivre. Mm-hmm. Puis c'est quelque chose sur lequel on va travailler dans les prochains épisodes. Ben au courant, là, c'est quelque chose, un work in progress pour le reste. Mm-hmm. Mais juste dire que, tu sais, on en a conscience, puis on tente que ce soit le mieux possible, dans le fond. Mm-hmm. C'est ça, c'est de trouver un équilibre entre les divagations ou les parenthèses intéressantes qui donnent de la vie, puis de garder, de pas vous perdre dans votre compréhension de qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qui est dit. Là. Exactement. Fait que là, si vous trouvez ça intéressant, vous pouvez continuer à nous suivre sur Spotify ou sur iTunes ou sur YouTube, parce que quand on va être rendu plus populaire, puis qu'il va y avoir plein de monde qui vont nous connaître, vous pouvez être les premiers à dire « Hey, moi, là, j'étais là dans le temps qu'il y avait juste 2 personnes. » Hein? Puis ça, c'est pas rien, là. Vous pouvez être cool before it was cool. Fait que... Une autre chose encourage fortement. Une autre chose qu'on aimerait pour ceux qui écoutent, ce serait, si vous le voulez bien, nous donner des idées de sujets ou nous poser des questions. Si il y a quelque chose qui vous intéresse puis qu'on n'a pas assez élaboré ou que vous êtes encore confus, on aimerait ça justement que le dialogue se passe pas seulement entre moi et Elliot, mais entre nous et vous. Donc, on aimerait ça vraiment apprendre avec vous. Si vous posez des questions pertinentes, ben ça nous force à s'instruire puis à le communiquer, à le vulgariser, puis ce sont des choses que on adore faire les deux, donc on serait vraiment heureux de pouvoir vous apprendre des choses plus en détail sur les sujets qu'on aborde dans le podcast. Exactement. Bon, ben je pense que ça fait le tour pour l'introduction. Yeah, donc ça c'était notre petite parenthèse méta-podcast. Mais là, yes. Entrons dans le vif du sujet. Donc, yes. Les impostures intellectuelles, le livre publié par Sokal et Bricmont qui attaque différents penseurs. Les auteurs eux-mêmes, donc Sokal et Bricmont, associent ces penseurs-là à un courant qu'on appelle, que eux appellent le relativisme cognitif, qui est souvent associé au postmodernisme dans les cercles académique américain. Okay. Donc, ce que c'est le relativisme cognitif, c'est que, premièrement, ce que c'est du relativisme, si on pense par exemple au relativisme éthique, c'est l'idée qu'il n'y a pas vraiment de rationalité dans l'éthique, que c'est relatif à la culture, c'est relatif à l'histoire d'un peuple ou à l'histoire d'une personne, qu'est-ce qu'elle considère comme étant éthique. Si on pense par exemple au relativisme esthétique,
c'est que il n'y a pas de critères objectifs d'esthéticité, que toutes les opinions se valent, puis qu'il y a pas de façon vraiment d'avoir des fondements rationnels pour établir des critères esthétiques. Donc, dans ces deux domaines-là, on peut plus facilement concevoir que y a peut-être une part de vérité, ou du moins ça nous semble plus vraisemblable. Mais là où les auteurs mettent toute leur énergie, c'est dans ce qu'ils appellent le relativisme cognitif. Comme quoi, toutes les thèses cognitives, entre autres la science, tout ce qui est issu de notre interaction avec le monde, sont relatives. Donc, par exemple, une théorie scientifique, elle est entièrement déterminée par un contexte historique, social, culturel, et donc que toutes les thèses se valent, puis que il n'y a pas de place pour délégitimer les idées de quelqu'un, même dans des sciences comme la science physique, par exemple. Donc, dans le fond, ce serait, puisque chacune des thèses ou chaque vérité, en parenthèse, qui est démontrée, par exemple, puisqu'elles viennent d'un bagage culturel ou historique différent, cette vérité-là est un peu propre à chacun ou à chaque bagage culturel, donc une vérité absolue ne peut pas exister. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est un peu ça. En fait, c'est ça, sans même rentrer dans la notion de vérité absolue, parce que les auteurs ne veulent pas non plus dire que la science atteint une vérité absolue, mais juste que il faut avoir une attitude de laisser aller, qu'il n'y a pas vraiment place à critiquer les thèses scientifiques des autres, ou que tout est relatif dans le fond. Si moi je suis né sur une petite île qui a pas tant de civilisation, qui est pas en contact avec le monde civilisé, puis je pense que je sais pas, la pluie vient parce que j'ai pas sacrifié assez de moutons, mais que ces gens-là ont raison de penser ça, puis que cette vérité-là, elle est aussi valable que la vérité que la pluie vient à cause de phénomènes météorologiques dus à la pression et aux températures du globe. OK. Ouais, je comprends. Ouais, c'est... Excuse-moi. Ouais. Puis maintenant que tu as bien défini la relativité, le relativisme logique, tantôt tu as parlé que ça découlait du postmodernisme. Mais c'est associé au postmodernisme. OK. Et est-ce que tu pourrais décrire un peu le postmodernisme? Ouais, mais c'est un terme super large qui est utilisé dans plein de façons différentes, dans plein de domaines différents. Ici, ce qu'on entend par postmodernisme, c'est une façon de penser, si on veut, ou un courant culturel, si on peut l'appeler comme ça, date à peu près de l'après, peut-être après la Deuxième Guerre mondiale ou années 60-70, peut-être même dépendant où on veut tracer la ligne, qui rejette un peu la rationalité. Donc, on attribue souvent le mot de modernisme, on l'attribue un peu à plusieurs facteurs, qu'on parle de modernisme économique ou culturel ou social, mais une chose qui revient beaucoup dans le modernisme, c'est l'idée de la place prépondérante que prend la rationalité dans la société. Donc, tant une rationalité scientifique qu'une rationalité économique, comme par exemple, il faut produire de façon la plus rationnelle possible nos biens pour pas gaspiller, puis pour faire prospérer la société. Donc, c'est un peu un renversement du modernisme qui vient rejeter un peu la rationalisation ou la rationalité dans plusieurs domaines. Dans certaines places, on peut peut-être y voir une justification, comme par exemple un postmodernisme qui rejette la rationalisation économique, comme quoi c'est pas juste de opérer notre société selon une rationalité économique, qu'il faut qu'il y ait d'autres éléments. Ça a peut-être, selon moi, un certain fond de vérité ou de valeur. Mais là où les auteurs critiquent, c'est un postmodernisme scientifique ou un postmodernisme
académique où on vient délégitimer l'entreprise scientifique en disant que il y a pas de rationalité, puis que la rationalité c'est pas bien, puis qu'il faut laisser tout le monde faire ce qu'ils veulent dans ces domaines-là. Ce qui est un peu... Est-ce que ça serait... est-ce que c'est directement lié ou lié de loin, par exemple, à un peu l'ésotérisme, le mysticisme, puis le courant New Age qui semble être de plus en plus fort ces temps-ci? Peut-être. C'est difficile d'établir ce genre de relation-là, mais je verrais un peu un lien entre les deux, a priori. Comme. OK. C'est un peu... Mais eux, ils critiquent pas, beaucoup, mais peut-être. Eux, ils critiquent beaucoup ce qui se passe dans les milieux académiques. Et que monsieur, madame, tout le monde aime croire à des choses ésotériques, mystiques ou quoi que ce soit. Les auteurs critiquent pas ça. Ils en parlent pas vraiment. Ce qui est dangereux pour eux, ou ce qui est à critiquer pour eux, c'est des prétendus experts ou des académiciens qui rejettent la rationalité puis qui se permettent de établir ou défendre ou élaborer des thèses qui sont douteuses selon Sokal et Bricmont. Un peu comme par exemple dans l'épisode 1, ouais. Tu parlais de Nathalie Chartrand ou Chartrand, je me rappelle plus. Ouais. Charot, ok. Ouais. Sa réponse aux impostures était un peu dans cette volée-là. Ouais, de exactement. dire comment vous osez parler de nanana, eux ils connaissent ce qu'ils font, puis il faudrait pas apporter nécessairement un regard critique sur tout ce qui existe. Ouais, c'est un peu ça qu'elle dit. Donc, si je me rappelle bien, là, mais ouais. ça semble être un peu dans ce bateau-là. C'est ça, puis elle dit ils prétendent détenir les canons de la rationalité, donc comme c'est les seuls qui utilisent une méthode rationnelle, puis quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment une attaque qu'on peut qualifier d'anti-rationnelle. C'est comme mais nous aussi, même si vous êtes pas d'accord, c'est rationnel ce qu'on fait. OK. Puis dans le livre, les auteurs, eux, comment ils défendent cette idée-là? Quelle idée? L'idée, en fait, comment ils démontrent, l'idée du relativisme logique? Le relativisme cognitif. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Excuse. Comment ils démontrent ça? OK. Mais ils commencent par prendre des arguments forts de ce mouvement-là, qui sont issus de la philosophie des sciences du 20e siècle, puis ils disent, OK, oui, c'est des questions compliquées, non résolues, c'est des débats en épistémologie, en philosophie des sciences, mais voici pourquoi ces questions-là ne vous permettent pas de faire ce que vous faites. Okay? Donc, on peut prendre une de ces thèses-là. Il y a une thèse qu'on appelle la thèse de Duhem-Quine. Okay? Donc, Pierre Duhem, c'est un épistémologue historien du début du 20e siècle. Puis Quine, c'est un épistémologue, philosophe à saveur mathématique issu du positivisme logique. Qui ont chacun dans leur version avancé l'idée que ce qu'on appelle la sous-détermination d'une théorie par les faits. Okay? Ce que ça veut dire, c'est que quand on établit une théorie, empiriquement, les faits qu'on constate ou qu'on utilise pour justifier une théorie sont toujours en nombre fini. Donc, on est juste confronté à un nombre fini de faits, tandis que les théories postulent un nombre infini de prévisions potentielles. Donc, prenons une loi simple, la gravitation de Newton, par exemple. Okay? La gravitation de Newton, on sait aujourd'hui que la gravitation d'Einstein, elle est plus précise, mais supposons qu'on accepte la gravitation de Newton. C'est une équation qui, théoriquement, donner la masse en deux objets, elle peut prédire une infinité de valeurs pour la force gravitationnelle parce que c'est une équation en nombre réel. Donc, il y a une infinité de valeurs possibles. Ouais. Mais tous les phénomènes gravitationnels qu'on va observer, même si c'est un nombre énorme, va toujours rester un nombre fini. On va jamais observer un nombre infini de phénomènes gravitationnels parce que on est dans un monde fini.
OK, ben ça présuppose qu'on est dans un monde fini. Ben, du moins, on peut pas... on n'aura pas de moyen d'enregistrer, disons, plus qu'un nombre fini de faits. Juste par définition. Dans la pratique. Exactement, c'est exactement okay. ça. Donc, ce qu'ils disent, c'est que à cause de cette incompatibilité entre le nombre fini de faits empiriques puis le nombre infini de prévisions potentielles d'une théorie, en fait, il est toujours possible d'établir des théories différentes qui expliqueraient les mêmes faits. Il y a toujours, par exemple, prenez la gravitation, qui est une équation mathématique. Peu importe le nombre d'observations que j'ai, je vais pouvoir trouver une infinité d'équations différentes qui déterminent les mêmes observations finies. Ouais, je comprends, mais c'est pas un peu voir la chose à l'envers, ça? Ben, en fait... parce que selon un set donné, oui, tu peux trouver une équation pour ce set-là, mais en fait, ce qui est bon, c'est trouver une théorie qui fait l'ensemble des sets. Exactement. Donc, ce qu'ils vont dire, c'est que, ben, c'est un peu une des critiques qu'on peut faire, c'est que il faut, pour faire de la science, il faut, par exemple, on prend l'équation de la gravité, on trouve une théorie, on trouve l'équation, puis là, ben, toutes les observations qu'on fait par la suite, dans des limites fournies par l'erreur expérimentale, toutes les observations semblent coller assez bien. OK, oui, il y a des petites déviations, mais c'est minime, puis ça marche bien, puis ça prédit des phénomènes qu'on s'attendait pas, puis etc., etc. Puis oui, on pourrait mettre une autre équation, mais il faut penser que c'est pas une conspiration du cosmos que toutes les observations semblent fitter dans notre équation qu'on a choisie. Tu sais. C'est un peu ça l'argument. Okay. Puis, en fait, je sais pas si tu me suis bien. Ben, quand tu me parlais de... Dans le fond, l'argument, quand tu dis c'est ça l'argument, c'est l'argument de qui? L'argument du M? Non, l'argument de Sokal et Bricmont, c'est que oui, les théories sont sous-déterminées, dans le sens qu'il y a une infinité de théories possibles pour expliquer les faits qu'on constate, mais là où c'est rationnel d'accepter nos théories, c'est que, par exemple, elles valident plusieurs faits inattendus, ou chaque fois qu'on l'utilise, ça marche, ou chaque fois qu'on a des nouvelles observations, ça colle à la théorie. Donc, il faut penser que il n'y a pas une espèce de conspiration cosmique qui fait en sorte qu'on est tombé sur la bonne théorie par hasard, puis c'est parce que la théorie a une légitimité ou une vraisemblance assez élevée. Donc, la légitimité de la théorie viendrait du fait prédictif, un peu. Ça serait... OK. Ouais, vas-y. On peut prédire ouais. des choses qui vont arriver, donc des faits physiques, de nouveaux faits, au lieu de les induire, donc de les déduire, face aux faits qu'on a déjà vus, tu sais. Ouais, exact. Mais c'est un peu... la prévision, c'est un des critères de la rationalité scientifique qui est super puissant. C'est que si on est capable de faire des prédictions, en général, on s'accorde pour dire que notre théorie a une certaine validité. Surtout quand elle prédit des phénomènes inattendus. Comme un exemple célèbre en histoire des sciences, c'est la théorie d'Einstein prédit que les rayons gravitationnel? Non, ouais, ben il y a les ondes gravitationnelles, par exemple, qu'on a confirmé récemment dans les dernières années. Ça, c'est un exemple flagrant de quelque chose que sans la théorie, on n'aurait peut-être jamais pensé à ça. Puis ça vient valider notre croyance, comment je peux dire? Prédire un phénomène comme les ondes gravitationnelles, qui semble a priori vraiment bizarre que ce phénomène-là arrive. De pouvoir l'observer, ça vient un peu valider notre croyance en la théorie, ça vient justifier notre théorie d'autant plus que le phénomène... Ça vient renforcer un peu la force, la justesse de la théorie. Exactement. C'est un des critères, mais c'est pas le seul. Il y a des théories qui ne sont pas prédictives. Si on pense par exemple
à l'évolution d'Einstein, de Darwin, excusez, la théorie de l'évolution, ça nous fournit pas des prédictions. On peut pas prédire où évoluent les espèces. Donc c'est pas un critère. Ouais, ok, je comprends. Donc c'est plus les biologistes. Biologistes, ouais. Vont plus utiliser cette théorie-là pour comprendre ce qui est arrivé. Exactement. Ok. C'est ça, il y a plusieurs, puis c'est ça qu'ils vont dire en fait, c'est que Sokal et Brikmon, l'essence de leur argument dans chacun des cas, donc c'est toujours de dire la science, c'est une extension un peu de la rationalité de tous les jours. Okay? Donc, par exemple, quand je fais, par exemple, une enquête policière, et donc, selon eux, ils prennent toujours cette métaphore-là. Si je fais une enquête policière, oui, en théorie, je vais jamais savoir si c'est exactement le coupable que j'ai identifié qui a fait le crime parce que je n'étais pas là. Je l'ai pas vu. Mais, à la lumière de plusieurs preuves, c'est très rationnel de penser que telle personne a fait le crime, par exemple. À tel point qu'on va le juger coupable, puis on va lui donner la sentence appropriée. Mais, ce qu'ils vont dire, c'est que il y a pas de méthode absolument fiable pour faire des enquêtes policières, un peu comme dans la science. On peut pas codifier de façon rigoureuse les règles de la science. Mais à travers l'expérience et l'histoire, certains critères prennent une place importante, comme la prédiction, la validation intersubjective, donc que les tests peuvent être reproduits par les autres, une réticence à croire au miracle, une réticence à croire des révélations, des choses comme ça, qui sont devenues avec le temps des critères importants pour la rationalité scientifique. Ouais. Puis là, quand tu parlais de réplicable, intersubjectif, est-ce que c'est l'aspect que, par exemple, dans un même... Si, mettons, je fais une publication, ben cette publication-là, si quelqu'un disait « Ok, j'aimerais refaire la même expérience », ça devrait pouvoir être réplicable et avoir environ, avec la même marge d'erreur, les mêmes résultats. Exactement. Donc ça, c'est un critère super important dans beaucoup de sciences, mais il y a des... Peu importe le bagage culturel de la personne, cette personne-là devrait avoir les mêmes résultats. Donc. Exact. Puis il y a des sciences qui s'y prêtent mal, tu sais. Par exemple, je sais pas, tu veux... Il y a un coroner, puis tu identifies que comme quelqu'un est mort d'une telle maladie, tu peux pas vraiment comme remettre la personne en vie, puis genre revérifier que tout s'est passé de la même façon. Tu sais, il y a des limites, puis c'est pour ça qu'on a plusieurs méthodes, puis qu'il y a des renversements, puis que des fois il y a des erreurs, puis qu'il y a des remaniements en sciences, puis tout. Donc c'est un peu ça l'essence de l'argument de Sokal et Brikmon, c'est que oui, par exemple, en théorie, il n'y a pas de façon absolument parfaite de choisir une théorie qui corresponde aux faits, puis qu'il y a une infinité de théories possibles, mais ça veut pas dire que toutes les théories se valent. Ça veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Donc, fait que dans le fond, c'est un peu basé sur la méthode. Dans le fond, c'est de dire, OK, ben, on n'a pas une méthode qui est bonne à 100%, mais c'est quoi la meilleure méthode pour déterminer quelque chose? Puis ça existe un peu. Puis une théorie qui suit la meilleure méthode aurait une signification plus grande qu'une théorie qui suit une méthode moins... C'est un peu ça. Ils sont très pragmatiques dans leur méthode. Puis justement, le relativisme cognitif, ou un peu les thèses qu'ils utilisent de la philosophie des sciences du 20e siècle, c'est souvent des thèses qui sont venues en réaction au positivisme logique, qui était l'espèce de désir de codifier à 100% la méthode scientifique puis la rationalité, d'avoir des règles purement logiques, d'éliminer toute de la science sauf une structure logique qui est irréfutable. Puis ce projet-là, il a échoué
en partie à cause des thèses qui sont venues plus tard, comme la sous-détermination des faits puis tout ça, mais c'est pas, selon eux, c'est comme c'est comme si le balancier a renversé trop loin, là. C'est comme, ok, oui, on n'est pas capable de le faire à 100%, on n'a pas une méthode infaillible, mais on a une méthode qui est assez bonne, puis qui fait en sorte que c'est pas vrai que toutes les théories se valent, puis que toutes les idées sont sur un pied d'égalité, tu sais. Mais c'est super intéressant parce qu'en même temps, voyant leur point de vue sur le canular qu'ils ont porté au début, tu sais, justement, eux, il y a une belle balance, je trouve, entre genre vraiment, c'est vraiment appuyer une méthode scientifique puis en même temps démonter un peu le monde académique. Oui. Je sais pas, je trouve que ça va un peu des deux côtés, mais c'est une belle balance entre les deux. Parce que justement, quand tu m'avais démontré que, tu sais, c'est des personnes qui publiaient des choses qui étaient des canulars, je pensais justement, ben peut-être qu'ils ont le point de vue que n'importe quoi peut être démontré, fait que tout est peut-être vrai, pis non, mais non, justement, ils viennent dire à la fin de leur livre, non, il y a une réalité, il y en a une réalité subjective, puis on est capable de plus se rapprocher de ça, c'est pas vrai que n'importe quoi est vrai, tu sais. Exactement. C'est vraiment ça, c'est que il y a pas de il y a pas de place pour ce relativisme-là. Comme la rationalité est légitime et justifiée. Les théories qu'on accepte provisoirement sont justifiables. Puis ils prennent des exemples. Vas-y. Juste dire, parce que là j'ai dit, c'est comme si j'avais dit que eux ils avaient dit qu'il existait une réalité objective, mais c'est pas nécessairement vrai. Là, je les ai pas lus. Peut-être que eux c'est pas nécessairement quelque chose qui adhère. Mais je trouvais que c'était une idée qui était comme parallèle. Ouais, mais c'est ça. Eux, ils savent que, par exemple, la question de est-ce qu'il existe une réalité objective, c'est pas quelque chose qui est clos en épistémologie, puis ils vont pas s'appuyer là-dessus, mais ils vont juste dire, essentiellement, leur argument, c'est de dire, dans la vie de tous les jours, tu utilises une certaine rationalité qui se démontre le mieux par une enquête policière, par exemple, puis que la science, c'est juste une façon plus systématique, plus rigoureuse de faire ça. Puis, bien qu'on n'ait pas les canons de la rationalité ou qu'on n'ait pas une méthode infaillible, il est justifié d'accepter provisoirement les résultats scientifiques. Ouais. Les exemples puis, en même temps, c'est important d'avoir une pensée critique sur ce qui est publié académiquement. T'sais. Exactement. Il y a les deux qui existent. C'est pas tout ce qui est vrai, puis en même temps, c'est pas tout ce qui est publié qui est vrai, puis faut faire vraiment attention à la manière que les choses sont publiées pour si on y porte confiance ou non. Exactement. Puis, en même temps, il y a une bonne méthode à suivre. Puis, oui, ça existe une théorie qui est plus... qui est plus... plus juste qu'un autre. Mais c'est ça, ils vont dire... Par exemple, les exemples qu'ils prennent, parce que... OK, si tu me permets une petite parenthèse... les thèses un peu relativistes, une des plus célèbres, ben en tout cas que moi je connais, c'est le livre d'un philosophe qui s'appelle Feyerabend, qui s'appelle Contre la méthode. Puis lui, il essaie de montrer à travers l'histoire des sciences que les scientifiques violent constamment les règles de la méthode, puis que il n'y a pas de méthode infaillible, puis que il glisse rapidement dans l'argument que tout se vaut. En fait, il y a une citation célèbre, c'est la seule méthode, c'est anything goes. Puis que la science n'est pas plus justifiable que comme des mythes ou des légendes, puis tout ça. Okay? Puis quand moi j'ai lu ce livre-là il y a comme 2 ans, je pense. Puis il y a beaucoup, quand il montre à quel point certains scientifiques ont violé des règles de la méthode ou ont utilisé des intuitions mystiques ou des choses a priori non scientifiques pour créer leurs idées, puis que on les a acceptées plus tard comme étant scientifiques. Tu lis ça, puis c'est assez convaincant. Puis il dit lui-même, ce livre-là, pour moi, c'est juste un jeu de rhétorique. Comme je veux juste vous montrer comment c'est facile de renverser la médaille. Puis, quand tu le lis, moi, un de mes premiers questionnements, c'était « OK, mais ça a l'air vrai, tout ça. » Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'angles morts dans la rationalité de la science. Il y a beaucoup de choses qui sont
c'est pas clair. Comme de savoir est-ce qu'il y a vraiment une réalité objective, déjà, c'est des questions, et quand on s'y attarde, c'est vraiment pas trivial que la réponse c'est oui, etc. Mais une des premières questions qui m'est venue, c'était comme, OK, mais des affaires du genre, est-ce que genre, c'est vrai que j'ai du sang qui circule en moi, puis que le sang m'apporte des nutriments, puis des choses comme ça. Comme, comment on justifie ça si il y a autant peu de méthodes rationnelles dans la science? Puis j'étais un peu en conflit suite à la lecture de ce livre-là, de comme, mais il me semble qu'il y a des choses qui sont comme presque irréfutables. Comme il me semble c'est clair que comme la Terre est ronde, puis que comme les... Est-ce qu'on a des mains, par exemple? Est-ce que j'ai une main devant moi? Ouais, non, mais c'est ça. Mais ça, c'est comme... On peut même aller plus scientifique que ça, tu sais, comme... Est-ce que c'est vrai, par exemple, que la Terre est ronde? Comme, OK, je l'ai jamais vu. Je suis pas un pro des phénomènes qui me justifient que la Terre est ronde, comme je fais un peu confiance à des experts, etc. Mais il me semble, il y a des faits scientifiques tellement difficiles à réfuter que il doit y avoir une certaine rationalité, il doit y avoir une certaine validité à la méthode qu'on utilise. Puis j'arrivais pas à trouver l'argument. J'étais comme, mais pourquoi ça marche pas? Puis là, tu lis de la philo puis de l'épistémologie, puis c'est comme, c'est compliqué, là. des fois, t'es comme, d'où il me semble que, genre, la Terre est ronde, là, puis genre, je suis pas mal confiant, puis pourquoi c'est aussi dur de légitimer cette croyance-là? Et c'est un peu ça que Sokal et Bricmont abordent, c'est que oui, il y a pas de comme façon irréfutable de codification absolue de toutes ces règles-là, mais il y a quand même on a quand même des très bonnes raisons de croire nos théories scientifiques. Comme que les atomes existent, par exemple, on a beaucoup, beaucoup de raisons de penser que les atomes existent. Puis que la nature est formée d'atomes. Mais bon, tu sais, c'est... Mais, tu sais, justement, il y a des points... Moi, comment je vois ça un peu, tu sais, parce que l'épistémologie, c'est un peu pour comment qu'on connaît ce qu'on sait, comment qu'on sait ce qu'on sait, puis moi, comment je vois ça un peu, c'est... Tu sais, sur des choses qu'on sait pas puis qu'on n'a pas nécessairement de diplôme ou mais qu'il y a tellement de recherches qui a été fait puis qu'il y a un consensus, tu sais. Mm-hmm. Scientifiquement, il y a du monde que c'est ça leur job. Leur job, c'est d'aller analyser ce genre de choses-là. Mm-hmm. Puis il y a un consensus dans le monde académique, par exemple. Mm-hmm. Ben, à ce moment-là, ça serait étrange d'aller... Ben, pas étrange, là, mais je veux dire, ça... De mon point de vue, ben, habituellement, j'adhère au consensus. C'est pour ça que j'essaie toujours de savoir, ben, c'est quoi le consensus par rapport à quelque chose. Puis, Mm-hmm. Puis dans ce cas-là, je suspends pas mon jugement, nécessairement. Je fais comme, bon, ben, mon jugement va avec un peu le consensus qui est établi. Mm-hmm. Mais ce qui est dur, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de places qu'il n'y a pas de consensus. Surtout des choses nouvelles. Bon, ben là, j'ai utilisé un peu un buzzword, mais la chlorophylle, ou je sais pas trop, là, ce qui vient de sortir, whatever. Au départ, il y en avait pas vraiment de consensus, on savait pas, ou tu sais, avec le confinement, avec qu'est-ce qu'on devrait faire au niveau du confinement, puis tout le monde, là j'exagère, mais la majorité des gens avaient une opinion là-dessus, puis savaient qu'est-ce qu'il fallait faire et tout ça, mais comme il y en a pas vraiment de consensus, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de, on ne sait pas exactement, puis moi, dans ces moments-là, j'aime mieux suspendre mon jugement parce que justement, j'ai l'impression que la réalité, on la connaît pas, tu sais. Mm-hmm. Mais je pense que comme tu dis, l'exemple où la Terre est ronde, on a du sang, je pense que c'est des choses que le consensus est tellement fort que de suspendre son jugement là-dessus serait pas justifié selon moi. Ouais. Mais c'est intéressant parce que il y a une formule que j'avais lue, puis je me souviens plus où, qui dit que comme l'objectivité vient de l'intersubjectivité. Dans le fond, que si tout le monde... L'objectivité vient du fait que tous les experts s'accordent dessus, tu sais. Puis ça ouvre la porte à une espèce de conventionnalisme ou une espèce de vérité par consensus, puis que d'un point de vue de pureté épistémologique, c'est insatisfaisant de dire, mais je vais pas juste accepter quelque chose comme vrai parce que tout le monde dit que c'est vrai, tu sais. Mais en même temps, c'est comme un des meilleurs outils qu'on a, le non-initié, tu sais. Le non-initié, si tous les experts s'entendent,
ben t'as presque pas le choix d'au moins avoir des bonnes raisons de le croire. Tu sais, tu peux être ouvert à te faire convaincre autrement ou à te faire renverser cette croyance-là si d'autres théories ou d'autres preuves survenaient, mais a priori, en étant non initié, quand il y a des consensus scientifiques, c'est que tu te dis la méthode scientifique, c'est comme la meilleure méthode qu'on a, puis je fais confiance à ces analyses-là, à ces experts-là. Ouais. Mais ça vient d'une confiance en la méthode scientifique, tu sais. Exactement. Puis tu sais, c'est ça. Puis il y a beaucoup de problèmes d'un point de vue épistémologique qui relèvent de questionnements métaphysiques profonds. Par exemple, pour faire de la physique, il y a un postulat métaphysique profond qui est que comme la nature obéit à des lois, tu sais, que la nature est régulière, qu'elle va pas juste demain décider qu'il y aura plus de gravité, tu sais. Puis il y a pas vraiment de moyen de prouver ça, mais ça, c'est comme il y a pas de le fondement est peut-être baseux, c'est peut-être pas aussi solide qu'on le voudrait, mais c'est quand même la meilleure chose qu'on a. Puis quand on fait cette hypothèse-là, que la nature est uniforme dans ses lois, ben on découvre des lois qui sont hyper précises, hyper rigoureuses, qu'on peut faire des prévisions, qu'on peut faire des tests, on peut les répéter, on réobserve les mêmes phénomènes à reprises, etc., etc. Mais ça nous donne confiance dans la méthode scientifique, puis après ça, ben, on est justifié, je pense, de l'accepter, tu sais. Sans nécessairement avoir une certitude absolue, comme par exemple un théorème mathématique. Alright, so je pense que tu voulais aussi nous parler de Kuhn. Ouais, donc Kuhn, c'est Thomas Kuhn, c'est un physicien qui s'est converti en historien au doctorat, historien des sciences, puis en analysant d'un point de vue historique les sciences, il s'est rendu compte que la science, dans son histoire, ne se développait vraiment pas comme les philosophes le prônaient ou comme les règles de l'art, si on veut, stipulaient que la science devrait se développer. Donc, il a introduit des thèses qui sont devenues super influentes aux États-Unis, liées à ce qu'il appelle les révolutions scientifiques puis les changements de paradigme. Donc, essentiellement, l'essence de sa thèse, c'est que en temps normal, une science opère dans un mode qu'il qualifie de science normale, et de normal science. Dans ces temps-là, quand tout va bien, dans un domaine scientifique, les scientifiques adhèrent à ce qu'il appelle un paradigme, qui est un mélange entre des hypothèses métaphysiques, des hypothèses scientifiques, des valeurs de validité, puis des règles de l'art, okay, sur comment faire des expériences, comment résoudre des problèmes, etc. Puis que dans ces phases-là de normal science, ce que font les scientifiques, c'est essentiellement de résoudre des casse-têtes dans le paradigme qu'ils appellent. Okay? Comment on pourrait faire cette expérience-là? Comment on pourrait mesurer le poids de tel atome? Des choses comme ça. Puis que après une période de sciences normales, il arrive de plus en plus d'irrégularités ou ce qu'ils appellent des anomalies qui vont forcer la science à remettre en question le paradigme. Il va y avoir une période de crise où on va retourner dans les fondements, on va faire de la métaphysique, on va faire de la philo, puis après ça, on va renverser le paradigme, on va faire une révolution, puis on va changer de paradigme. Donc, lui observe ce mode-là dans l'histoire des sciences. Okay. Là, on peut critiquer ces observations historiques, puis beaucoup l'ont fait. Ils disent non, regarde ici, t'as dit que c'est ça qui s'est passé, mais c'était pas ça exactement, etc., etc. Mais là où il prend un chemin un peu plus radical, puis qui a ouvert la porte à beaucoup du relativisme qu'on observe aux États-Unis, c'est qu'il introduit une notion qu'on appelle l'incommensurabilité. Okay? Cette notion-là dit que deux théories, donc par exemple si on prend la mécanique classique de Newton et la mécanique de Einstein, ces deux théories-là sont incommensurables, ce qui veut dire que le vocabulaire, le bagage conceptuel de chacune des théories n'est pas
réconciliable, dans le sens que il faut faire une traduction entre les deux pour comprendre qu'est-ce que dit un scientifique versus un autre. Okay? Prenons un exemple. Le concept de masse chez Newton est très différent du concept de masse chez Einstein. Le concept de masse chez Newton, c'est un concept un peu primitif, mal défini, que c'est comme la quantité de matière, entre guillemets. C'est comme un peu un postulat de base, tandis que chez Einstein, la masse devient équivalente à l'énergie, puis on se rend compte que la masse, ça déforme l'espace-temps, etc. Donc, le concept de masse change un peu de statut dans les deux théories. Donc, parce qu'il y a ces changements conceptuels-là, deux scientifiques dans chacun des paradigmes ne pourront pas communiquer efficacement. Et leurs théories sont incommensurables. Donc, ils regardent le monde avec un œil différent, ils utilisent les mêmes mots dans différents contextes, ils ont des concepts qui diffèrent. Donc, ça fait en sorte que, selon Kuhn, dans sa thèse radicale, les scientifiques changent de paradigme pour des raisons qui sont non scientifiques ou non rationnelles. Ils changent de paradigme pour d'autres raisons, par conviction ou quoi que ce soit. OK. C'était beaucoup, là, mais... Non, je comprends absolument. Puis je me demande où tu t'en vas avec ça. C'est ça. Ben, là, on peut accepter ou non cette thèse historique-là. On peut juste dire... un petit est-ce que c'est la même personne que t'avais parlé dans l'épisode c'est quoi le nom déjà? J'ai oublié. Le en tout cas, t'avais parlé de positivisme logique. T'avais parlé de quelqu'un qui parlait que historiquement, les personnes devaient être forcées à changer de paradigme parce que sinon, ils allaient jamais accepter un autre certain paradigme. C'est cette personne-là. Ouais, c'est exactement. C'est la même personne. C'est cool, okay. Ouais. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle La structure des révolutions scientifiques. Puis c'est très, très bon, là. Je trouve ça super intéressant. Je l'ai lu 2 fois. Puis c'est... il y a beaucoup de... Dans le fond, il a un peu montré à quel point la société puis l'histoire, le développement historique a un impact sur la science. Qui est une thèse à laquelle j'adhère, qui est, selon moi, très raisonnable, de penser que les affaires humaines ont un impact sur le développement de la science. Mais là où ça devient plus radical, c'est l'idée, selon Sokal et Bricmont, c'est que l'idée d'incommensurabilité, selon eux, n'est pas tout à fait valide, dans le sens que les scientifiques, c'est pas vrai qu'ils changent de paradigme parce qu'ils n'ont pas des raisons rationnelles de le faire. Parfois, il y a des causes extra-scientifiques, donc des causes de conviction personnelle ou des valeurs esthétiques, si on veut, ou des raisons, des facteurs sociaux, culturels, historiques, etc., qui influencent leur choix, mais ultimement, il y a quand on regarde, il y a une raison rationnelle pourquoi un paradigme a supplanté un autre. Okay? Puis là où c'est pernicieux, c'est que l'incommensurabilité, après ça peut être utilisé par quelqu'un de mauvaise foi pour dire, si on accepte l'incommensurabilité des paradigmes, alors, moi, j'ai le droit de travailler dans mon paradigme, puis toi dans ton paradigme, puis il y aura pas de moyen de dire qu'elle est meilleure, donc je suis pas obligé d'accepter tes théories, même si tu me sors plein de preuves, parce que on n'a juste pas le même paradigme. OK, mais pourquoi exactement? Parce que dans le contexte où on prend, selon l'exemple que tu as donné, Newton et Einstein, qui sont dans 2 paradigmes différents, selon le contexte que tu as donné, on arrive à déterminer lequel a la meilleure prédictabilité dans le monde actuel, non? Ouais, mais on pourrait... Il y a des arguments comme quoi c'est juste vraiment un changement conceptuel, puis il y a des... On peut pas mesurer à quel point la théorie d'Einstein en dit plus sur le monde que la théorie de Newton, par exemple. Mais moi, je suis pas d'accord. En tout cas, a priori, je pense que faut être un peu de mauvaise foi pour dire que c'est pas
que la théorie d'Einstein, c'est pas une avancée par rapport à la théorie de Newton. Mais là où je voulais m'en aller, c'est que quand on est dans des sciences empiriques, le plus que la science, elle est, disons, axée sur des phénomènes physiques, ben le plus que c'est reproductible, le plus que les phénomènes physiques sont objectifs, le plus que cette incommensurabilité-là, en fait, n'a pas vraiment de poids, puis qu'on a des très bonnes raisons de croire que nos théories actuelles en physique sont meilleures que nos anciennes. Même chose en chimie, même chose en biologie, puis là, on descend un peu vers des sciences de plus en plus loin du monde, de plus en plus loin du phénomène physique pur. Puis c'est quand on arrive dans les sciences humaines, selon moi, que faut faire attention. Parce que là, dans les sciences humaines, on fait face à des phénomènes puis des concepts qui sont beaucoup plus complexes que la physique, dans le sens que, si on prend par exemple la psychologie, le comportement de quelqu'un ou l'attitude psychologique de quelqu'un est influencée par beaucoup plus de facteurs que la vitesse d'un atome, par exemple. N'importe quoi, là, mais donc dans ces théories-là, oui, les gens vont adhérer à des paradigmes, mais c'est là où est-ce que c'est dangereux d'invoquer l'incommensurabilité pour dire « Ah non, mais moi, j'accepte pas vos preuves parce que vous utilisez, je sais pas, des méthodes statistiques, d'études cliniques, tandis que nous, on fait de la psychanalyse, puis on croit pas dans vos méthodes, puis c'est juste ça, puis on fait chacun de notre côté, puis il y a pas moyen de s'entendre de toute façon parce que Kuhn a dit que c'était incommensurable. » Ouais, ok. Fait que ça limite pas mal, disons, la dispersion du savoir ou le partage du savoir entre les paradigmes, si on adhère à ça à 100%. C'est ça. Puis je pense que ce que les auteurs sous-entendent, c'est que beaucoup d'intellectuels dans les cercles qui sont dénoncés, donc dans le postmodernisme américain ou quoi que ce soit, vont invoquer ces arguments-là pour justifier un peu leur dérive anti-scientifique. Puis c'est surtout en sciences humaines, je pense que c'est dangereux parce que c'est beaucoup plus difficile, je crois, de faire des sciences humaines que des sciences pures. Ben, c'est un différent ordre de difficulté. Les sciences pures, c'est très technique. Les sciences humaines, c'est juste difficile de cerner notre objet. C'est difficile d'appliquer des méthodes fiables dans beaucoup de cas. Puis aussi, ça coûte fucking cher. Comme, je veux dire, ça prend des sujets. Ouais. Puis là, admettons que tu fais un test sur quelque chose qu'il y a 1% de la population que ça touche. Ben là, faut que tu prennes des milliers de personnes, faut que tu détectes ce 1%-là, puis après ça, tu fais des données. Fait que souvent, ça t'arrive avec des échantillons qui sont de comme 40 personnes. Puis ça peut être... c'est souvent très difficile, les sciences humaines. Mais tu sais, c'est même là, c'est comme... C'est... Ce que tu décris là, c'est comme un souci d'essayer d'appliquer une méthode expérimentale en sciences humaines. Mais t'as des grands pans de sciences humaines qui n'opèrent pas comme ça. Tu sais, t'as des sciences humaines... la psychanalyse, par exemple. Par exemple, exactement. Qui est pas... qui utilise pas vraiment d'expérience, qui est comme juste de la théorisation, puis l'analyse de cas particuliers, qui essaie pas de généraliser nécessairement à partir d'échantillons, des choses comme ça. Donc, il y a tout... les critères sont plus difficiles à formuler dans les sciences humaines, les critères de rationalité. Puis je pense que c'est là que le relativisme est plus dangereux. Puis c'est là qu'on a des dérives comme ce que dénonce Carl et Bricmont, des dérives du genre est-ce que E égale MC2 c'est sexiste, tu sais. Parce que si tu permets à tout le monde de dire n'importe quoi, ben il y en a qui vont le faire, tu sais. Ouais. Puis c'est un peu ça, c'est que c'est difficile, je pense que les sciences humaines c'est beaucoup plus difficile qu'on le pense, puis dans notre culture, du moins au Québec, c'est un peu dénigré comme les sciences humaines à l'école puis tout ça.
en faveur des sciences Ouais, pures. ben oui. Parce que, tu sais, on appelle ça des sciences molles Mhm. à l'école, tu sais, quand c'est très péjoratif, tu sais, on y Puis, pense. Là. puis j'ai juste l'impression qu'au contraire, c'est comme ces sciences-là, c'est elles qui auraient peut-être besoin des gens les plus brillants, là. Les gens les plus réfléchis, puis les plus nuancés, parce que c'est tellement appliqués, complexe comme sujet. Là. Ouais, vraiment, vraiment. Ben c'est ça, c'est une science. Je pense que justement c'est une science super importante, puis que dans les années à venir, tu sais, c'est quand même très très nouveau là, Mhm. comparé aux sciences naturelles. Là. Mhm. Ça fait pas très longtemps qu'on parle de psychologie puis de psychiatrie, puis peut-être de psychiatrie, mais pas de psychologie. Ça fait comme c'est quand même récent. Ouais, mais c'est qu'avant, la psychologie, c'était très... tu sais, on en faisait, mais c'était très comme... Ah ben, j'écris ce qui se passe dans ma tête. Donc, c'est des théories psychologiques, genre. Mais... mettons, les théories comme la sociologie, l'anthropologie, que c'est vrai que c'est très récent. C'est plus récent que, mettons... d'un point de vue moderne, c'est plus récent que la physique. J'avais lu en quelque part que la psychologie, tu sais, si on le half-life de la psychologie, c'était, je pense, 5 ans. Fait que dans le fond, ou 10 ans, je me rappelle plus. Fait que dans le fond, à chaque 5 ans, la moitié de ce qu'on sait est comme révolu un peu. Tandis qu'en physique, c'était comme 50 ans, quelque chose comme ça. Okay. Fait que c'est quelque chose d'assez nouveau, puis que la théorie change quand même souvent aussi. Là. Ouais, mais je pense que le problème avec les sciences humaines, c'est que les critères de rationalité sont vraiment plus difficiles à définir, tu sais. Donc, c'est ça qui fait que la science est plus mouvante, puis c'est ça qui fait que on a des résultats beaucoup moins solides. Puis c'est juste l'essence de l'objet, puis ça demande une différente approche. Puis j'ai l'impression que une des façons que les sciences humaines se légitimisent, ben, t'as une façon qui est de appliquer du relativisme, comme on le voit ici. Puis t'as une autre façon qui est, au contraire, d'essayer de copier les sciences naturelles. Donc, on va essayer de faire des expériences, avoir des données, faire des statistiques. Mais avoir des statistiques, ça présuppose une similitude dans l'environnement à chaque fois qu'on prend les données. Mais si on regarde des données, je sais pas... économique, mais il y a tellement de facteurs qui ont changé à travers le temps que c'est difficile d'avoir des données fiables, puis c'est peut-être pas la meilleure méthode de faire la théorie. C'est des questions ouvertes, je pense, mais que on prend pas le temps assez de se pencher sur les fondements, puis on est vite à comme adhérer à des idées comme il y a un nouveau courant dans cette science-là, tout le monde s'y lance, tout le monde fait des études comme ça, puis là, ben, au bout d'un certain temps, on laisse tomber, puis on fait autre chose, puis il n'y a pas du vrai progrès qui se fait. Ou du moins pas un rythme intéressant. Là. Ça, c'est mon opinion personnelle de l'extérieur. J'ai jamais fait de sciences humaines académiques ou quoi que ce soit, mais j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses que je juge assez médiocres, issues de ces milieux-là. Là. Mais on pourrait, puis justement, puisque moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, mais c'est pas quelque chose que je suis familier avec, les sciences humaines, ou tu sais, tu sais, mettons, je veux dire, j'ai regardé des vidéos sur des expériments psychologiques, mais justement, j'avais remarqué que souvent, ces expériments-là sont justement, tu sais, si tu les compares à des expérimentations scientifiques, la méthodologie est beaucoup moins rigoureuse, tu sais. Ben, c'est sûr. Mais on pourrait en parler dans un autre épisode, si ça t'intéresse. Ouais, sûr. Ouais, on pourrait élaborer là-dessus. Je pense juste que c'est un produit de l'objet qui est étudié, tu sais. D'être hyper complexe. Puis ici, quand je parle de complexe, c'est étant influencé par beaucoup plus de variables. Ben, non seulement l'objet est influencé par tout plein de variables, puis en plus, l'objet qui est visualisé est visualisé par l'objet lui-même. Ouais, exact. Fait qu'il y a comme plein de petits de biais qui rentrent en compte. Il y a les biais de la personne, les biais du sujet, les biais... Ouais. Je sais pas. Ouais, non, mais c'est juste un sujet très complexe. Je pense qu'on donne pas assez de mérite aux sciences humaines, puis on gagnerait beaucoup à revaloriser les sciences humaines, puis à revaloriser
une méthodologie qui leur est propre et non genre d'essayer d'imiter les sciences physiques nécessairement. T'sais. Ah, ça c'est intéressant, ça. Parce que, ouais, j'avais pas pensé à ça. Vu de moi. Ok, ben je pense qu'on peut wrapper l'épisode comme ça. Toi, est-ce que tu avais des recommandations de livres, mis à part les impostures intellectuelles qui pourraient intéresser... Donc, il y a les impostures intellectuelles qui étaient l'œuvre centrale, Alain Sokal, Jean Bricmont. Sinon, pour ce qui est de philosophie des sciences du 20e siècle, puis tous les débats autour de l'incommensurabilité, il y a Thomas Kuhn, Structure of Scientific Revolutions. Il y a Karl Popper, qui est un peu au début de ces débats-là, qui a écrit un livre qui s'appelle Logic of Scientific Discovery. Ça, ouais, c'est ça. Sinon, il y a le livre qu'on qualifie parfois de épistémologie anarchiste, qui est Paul Feyerabend Against Method, ou Contre la méthode. Donc, ce livre-là est un peu... c'est lui qui dit qu'il n'y a pas vraiment de méthode, puis qu'on peut faire ce qu'on veut, puis que la science devrait pas avoir une place privilégiée dans la société. Sinon, si vous êtes vraiment motivé, il y a Pierre Duhem, la théorie physique, son objet et sa structure, où est-ce qu'il parle un peu de la sous-détermination de la théorie par les faits. Mais il parle de plein de choses, mais c'est super bon comme livre, très bien écrit. Sinon, mais les classiques sceptiques, ce serait David Hume, An Inquiry into Human Understanding, où est-ce que c'est comme les débuts du scepticisme moderne, un peu, là, comme dans sa forme la plus forte, qui remet en question des postulats métaphysiques un peu de son époque. Puis je pense que ça serait ça. Puis je vais les mettre dans la description, comme ça va être facile de les trouver. Ouais. Puis c'est ça. Sinon, mais écrivez-nous des questions si vous voulez qu'on revienne sur des sujets, si vous voulez qu'on aborde des sujets qui vous intéressent. On va essayer de faire ça. Si vous avez des commentaires aussi, on est toujours ouvert à ça. Si vous avez des commentaires, faut l'écrire dans notre YouTube, parce que pour l'instant, on n'a pas d'autres plateformes sociales, disons, pour nous joindre. Ben, il y a Facebook, mais YouTube, c'est la meilleure place, je pense. Sauf qu'on n'a pas de page Facebook pour l'instant, je crois. Ouais, on a une page. C'est moi qui l'ai fait. Puis les vidéos sont dessus, puis tout. Mais ouais, fait que Dialogue Dilettante sur YouTube, puis sur la majorité des plateformes de podcast aussi. Ok, ben dans ce cas-là, allez sur la page. Allez sur la page Facebook, likez la page Facebook, soyez en grand nombre, les premiers, les meilleurs. Puis ben, on n'a pas encore décidé pour le prochain sujet, mais on va statuer puis avoir ça pour vous bientôt. Good. Ben merci Justin, c'était vraiment cool. Puis on vous revoit dans les prochaines semaines. Donc dans l'épisode, on a parlé de la thèse de la sous-détermination de la théorie par les faits, qui dit que pour une collection de faits, il peut y avoir plusieurs théories qui l'expliquent, puis que c'était un argument qui venait être utilisé parfois pour supporter des thèses relativistes qui viennent invalider un peu le processus ou la méthode scientifique. Okay. Je vais juste apporter quelques nuances. J'avais mentionné que cette thèse-là s'appelait parfois la thèse de Duhem-Quine. C'est en fait un peu incorrect. La thèse de Duhem-Quine, elle est un petit peu plus large, elle englobe différentes idées, dont une qui est la sous-détermination de la théorie par les faits. Donc, si on parle de la thèse de Duhem-Quine, c'est une thèse qui a été apportée par deux penseurs différents à deux moments différents. Premièrement, Duhem, on en avait parlé, qui est parle de physique. Au début du 20e siècle, il apporte l'idée que lorsqu'on fait un test empirique d'une théorie, on ne peut pas tester une hypothèse isolée. Donc, lorsqu'on teste, par exemple, est-ce que la gravité agit de telle ou telle façon,
en réalité, il y a plein de sous-hypothèses ou des hypothèses auxiliaires qui rentrent dans cette observation-là, qui font en sorte que si notre expérience échoue, on ne peut pas dire a priori que c'est parce qu'une certaine chose est arrivée. Qu'il y a plusieurs hypothèses qui rentrent derrière ça. OK. Ça me faisait penser un peu à l'analogie de l'expérience du micro-ondes. Puis je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais tu sais, par exemple, juste le fait que si je me dis, OK, je vais tester, voir si l'eau bouille à 100 degrés, si c'est vrai que l'eau bouille à 100 degrés, ben si je mets de l'eau dans un bol, je le mets dans mon micro-ondes, puis je prends la température, ben là, l'eau bouillera sûrement pas à 100 degrés, là, pour plusieurs raisons, mais ça veut pas nécessairement dire que ça vient falsifier le fait que l'eau bouille à 100 degrés. Il y a comme plein d'autres choses que j'ai pris pour acquis en prenant l'expérience, comme à quel point mes ustensiles ou mes instruments que j'ai utilisés étaient à point, si mon thermomètre était bon, etc. T'sais. Exact. Puis cette thèse-là, on dit parfois que c'est un point de vue d'un holisme épistémologique ou une thèse holistique qui vient un peu dire que la théorie scientifique doit être prise dans son ensemble, puis quand on fait une observation, il y a plusieurs hypothèses auxiliaires, comme par exemple dans l'exemple du micro. Et Duhem va même dire que un outil, par exemple un outil expérimental, on peut penser à un télescope. Si par exemple ma théorie prédit que je vais observer Saturne à tel moment, à tel endroit dans le ciel, je regarde, Saturne n'est pas là. Est-ce que ça veut dire que ma théorie est fausse? Duhem va dire non, parce qu'il y a même dans l'utilisation du télescope, il y a une acceptation a priori que notre théorie d'optique qui a été utilisée pour faire le télescope, elle est adéquate. Puis en fait, Duhem relève que toutes les expériences scientifiques sont comme ça. Donc quand on est confronté à une contre-évidence, si on veut, on est libre soit de dire que l'expérience n'a pas été bien faite, soit de modifier une hypothèse auxiliaire, soit de retester nos outils, etc. Mais ça empêche les idées d'expérience cruciale ou même de falsificationnisme naïf. Donc, c'est une idée qui est très intéressante d'un point de vue épistémologique. Ouais. Et qui vient juste renforcer l'idée que tout est lié dans nos expériences. Exactement, c'est la manière qu'on fait l'expérience. Mais j'aime le concept, puis c'est un peu dur à grasp aussi d'un point de vue, tu sais, pragmatique. À dire, OK, mais comment on utilise ce concept-là vraiment dans les expériences scientifiques? Est-ce que tu aurais un exemple de, là, à part, mettons, celle du micro-ondes, est-ce que tu aurais un exemple vraiment que cette thèse-là, ou c'est quoi, c'était un théorème? C'était une thèse? C'est la thèse une idée apportée par Duhem, là. On l'appelle la thèse de Duhem-Quine. Je vais parler de Quine après. Okay. Mais ouais, ben si on prend par exemple l'expérience de Saturne, si la théorie newtonienne prédit que Saturne va être là, puis on l'observe pas, on va pas dire « Ah non, Newton, c'est tout ce qu'il a dit est faux, la théorie marche pas ». On va se poser d'autres questions. Est-ce qu'il y avait un nuage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a perturbé? Puis Duhem dit que remanier la théorie, c'est un peu ça coûte cher, entre guillemets. De tout aller changer le cœur de notre théorie, ça coûte cher. Donc, on va plutôt essayer de modifier les hypothèses auxiliaires puis modifier nos paramètres expérimentaux pour essayer d'avoir une expérience qui fonctionne plutôt que de rejeter la théorie a priori comme ça, là. Ouais, puis ça, c'est complètement... Ça semble, tu sais, quand on regarde juste dans le contexte, ça peut sembler être vraiment lié aux hypothèses ad hoc. Ouais, exact. Mais c'est ça, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ouais, ben en fait, l'idée d'hypothèse ad hoc, si, par exemple, Popper dirait qu'il y a des hypothèses ad hoc qui sont justifiables, il y en a qui ne sont pas, mais c'est pas un débat tranché sur qu'est-ce qui est une hypothèse ad hoc correcte. Puis c'est un peu pourquoi il y a plusieurs contrôles, je pense, dans la méthode scientifique, dans la communauté scientifique, qui va empêcher ces espèces d'hypothèses ad hoc non justifiables de proliférer pour expliquer tout. Ouais, bon, c'est pas un débat qui est tranché, là. Ouais, c'est ça. Encore une fois, c'est vraiment du cas par cas, puis c'est plus des idées abstraites que des idées vraiment concrètes qu'on peut utiliser dans
mettons en science ou dans un débat scientifique ou quoi que ce soit. Là. Exact. Mais, OK. Puis tu voulais parler aussi de la personne, Quine. si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, Quine, lui, plus tard, comme 50 ans plus tard environ, lui, il prend cette idée-là puis il la pousse encore plus. Il dit, en fait, c'est pas juste en physique, mais toute forme de savoir subit les mêmes contraintes. Donc, selon Quine, par exemple, chaque fois qu'on fait une expérience scientifique, même nos postulats de logique, comme nos axiomes de qu'est-ce qui est une déduction logique correcte, etc., pourraient être mis en question. Dans le fond, que toute forme de savoir forme un tout cohérent et qu'il n'est pas possible de savoir a priori comment est-ce qu'on doit modifier notre théorie face à l'expérience, que c'est un peu... comment je pourrais dire? Il donne la métaphore d'un treillis, okay? Donc comme une espèce de réseau de câbles interconnectés, si on veut. Il dit la périphérie, on va la modifier facilement, on va la changer pour faire des différentes expériences, mais le cœur de nos croyances épistémologiques, comme notre foi en la logique, notre foi en les déductions mathématiques, etc., ça, on va pas les toucher, mais a priori, il n'y a rien qui justifie que ce ne soit pas que ce ne soit pas ces idées-là qui soient en erreur quand notre expérience tourne mal. Je sais pas si tu me suis. OK. Non, je comprends parfaitement. Ça semble être un éternel sceptique, cette personne-là, peut-être? Quand même, mais en fait, Quine, il est sceptique dans le projet épistémologique qui consiste à donner un fondement à toute forme de connaissance. Quine est célèbre pour avoir dit que l'épistémologie devrait en fait intégrer un peu une méthode scientifique, puis en fait partie un peu de la science, si on veut. C'est pas... ça vient pas avant. C'est pas on construit une épistémologie, après on fait de la science. C'est plutôt... Si j'ai bien compris, dans le fond, ce que tu t'essaies d'expliquer, en fait, c'est comme si tout le réseau de, mettons, la vérité, ou qu'est-ce qui est vrai, ou qu'est-ce qu'on peut savoir, là, tout le réseau de la réalité, admettons, ben on va jamais remettre en cause la logique là-dedans, ou ce qu'on sait scientifiquement, ou ce qu'on prend pour acquis en termes scientifiques. Ça, justement, c'est avec cette base-là qu'on crée tout ce qu'on appelle, mettons, la vérité, ou ce qu'on retrouve grâce à la science, ce qu'on appelle avéré grâce à la science, mais on va jamais remettre en question ce cœur-là de la logique. Mais rarement, du moins. Ouais, rarement. Par exemple, si on prend la théorie de Newton, il est arrivé un point dans l'histoire où on n'allait plus remettre en question l'existence de la gravité comme une loi qui est proportionnelle à l'inverse du carré, etc. Donc, la formule mathématique, elle devient un peu immunisée contre les remaniements expérimentaux potentiels, etc. Mais il dit pas que on va jamais s'attaquer à ça ou qu'il y a jamais place à ça, mais qu'a priori, on n'a aucune façon de savoir, suite à une observation empirique, comment on doit modifier notre édifice du savoir, comment on doit modifier cette espèce de réseau-là. Quelqu'un pourrait bien dire mais c'est parce que vos déductions logiques, moi j'y crois pas. Puis il serait pas en tort de le faire. Ben, c'est ça, exactement. Puis ça me fait penser un peu, bon, j'en reviens souvent avec ce genre de sujet-là, mais ça me fait un peu penser avec des gens, par exemple, qui peuvent prendre des choses de naturopathe ou de naturopathie. Souvent, ils vont dire, mais tu sais, c'est pas scientifique. C'est juste, tu sais, ça marche, mais tu peux pas scientifiquement le prouver. Mais là, tu peux pas vraiment débattre avec ces personnes-là, parce que tu prends pour acquis un peu que la médecine, ça fait partie du paradigme scientifique, puis que, tu sais, théoriquement, tu peux vraiment savoir si quelque chose fonctionne d'un point de vue médical, scientifiquement. Ouais. Mais est-ce que ça se regroupe un peu? Est-ce que les deux idées sont liées? Ouais, mais c'est ça, c'est qu'on peut, comme tu le soulignes vraiment bien, le glissement de la thèse d'holisme épistémologique de Quine, qui est comme une forme très radicale, ça se fait facilement. Donc, on peut facilement glisser de cette thèse-là à dire un peu n'importe quoi. C'est les auteurs des impostures intellectuelles, eux, vont rétorquer en disant que les thèses sont radicalement sceptiques. Elles sont faibles
parce qu'elle s'applique à tout. Donc, par exemple, les gens ne croient pas réellement que les observations qu'ils font dans la vie de tous les jours pourraient être fausses. Donc, on croit pas réellement qu'il n'y a pas vraiment un micro devant moi en ce moment, que je suis pas en train de parler avec Elliot, des choses comme ça. Puis que si on pousse un peu cette logique du bon sens dans une sophistication plus extrême, ben, on obtient la science. Et que les sceptiques radicaux, parce que leur thèse est tellement universelle, elle n'a pas vraiment de poids, parce qu'ils ne croient pas vraiment ça dans la vie de tous les jours. C'est un peu ça l'argument qu'ils font. OK. Le Quine, c'est un philosophe qui est énormément discuté, énormément débattu, considéré comme un des plus grands philosophes du 20e siècle. Donc, ces idées ont été très, très, très influentes, puis il y a eu beaucoup de débats autour de ça, mais je pense pas que c'est des questions qui sont tranchées, là. C'est des choses assez compliquées dans le fondement de notre connaissance et tout. Ouais, puis ça semble être aussi très, très abstrait, là. Oui. Fait que de l'appliquer à quelque chose de très, très concret, de prendre de quoi de vraiment, ça se fait vraiment souvent, là, dans tous les domaines, là, de prendre de quoi de super abstrait, puis de l'amener à quelque chose de super concret, puis à dire, ah, ben, ça veut dire que telle affaire. Puis souvent, c'est comme, ouais, mais ça fait quand même un bon entre ce que la personne a dit, puis ce que t'en déduis, tu sais. C'est ça, Quine, c'est un logicien, à la base. Il est très, très abstrait comme penseur. Quoique sa vision fondamentale des choses, c'est une vision purement empiriste. Donc, il est un peu vraiment dans la lignée de la philosophie analytique puis du positivisme logique et tout ça. Mais il est venu avec des idées assez comme profondes, si on veut, dans l'épistémologie, puis assez abstraites, comme tu dis. Puis oui, en effet, il y a peut-être matière à avoir des doutes quand on se met à appliquer ça dans la vie de tous les jours, comme quand on parle de naturopathie et tout, mais je pense pas que c'est facile de trancher a priori de façon claire que Quine a raison ou non. Là. Je pense que c'est des nuances très importantes à apporter. Puis là-dedans, il parle de sous-détermination de la théorie par les faits, mais c'est comme une petite partie de ce qu'on appelle la thèse de Duhem-Quine. Donc je voulais juste corriger, dans l'épisode, j'ai dit que la thèse de Duhem-Quine, c'était la sous-détermination de la théorie par les faits, mais non, c'est plus large que ça, puis c'était ça la correction que je voulais apporter.